Donc, rebonsoir tout le monde. Alors, on a eu un panel super intéressant sur un sujet vraiment intéressant et pertinent qui est l'habitation. Et là, on s'en va vers un autre panel qui s'intitule « Comment faire du jeune avec du vieux ?» où on va regarder des exemples de réhabilitation, de reconversion, de réutilisation, de réemploi, ce qui est aussi quelque chose de très, très important à faire. Et Pierre m'a demandé de vous dire qu'on va prendre un petit peu de retard, là, parce que c'est tellement des beaux projets qu'on n'aura pas le choix de... On va dépasser un peu, mais ce qui est merveilleux, c'est qu'on est heureux. C'est ça qui compte. C'est juste ça qui compte. Alors, je vous présente les trois panélistes pour ce deuxième panel. On va y aller. Mon autre feuille. Voilà. Premièrement, j'ai Catherine Havard de Protectaire. Catherine est au centre, qui va nous parler des FUSA, fiducies d'utilité sociale en agroalimentaire. C'est bien dit ça? Agroécologique. Agroécologique, c'est encore mieux. Merci. On a Katia Girard, qui est de Réemploi Plus, et donc qui va nous parler de réemploi, mais plus. Vous allez voir, c'est vraiment intéressant, ça aussi. Et on a Alexandre Bérubé-Beaulieu, qui est directeur général Les Jardins du Clocher, et qui va nous parler d'un réemploi, d'une réutilisation, d'une reconversion inspirante, divine à la rigueur. Divine. À peu près ça. Donc, on va commencer, et ma question est la même que pour le premier panel. C'était quoi le besoin ou le rêve à l'origine de votre projet ou du projet que vous allez décrire? Donc, décrivez-nous c'est quoi, puis quelle est la base de ce projet-là? Quel est le rêve ou le besoin? On va commencer par Katia. Oui, donc moi, je suis venue vous présenter Réemploi Plus. Réemploi Plus est une organisation qui est encore dans ses premiers balbutiements. Donc, on a seulement 1 an et demi d'incorporation. Par contre, on a 4 ans d'histoire derrière cette incorporation-là, de projets pilotes, de structures, de réflexion, d'essais-erreurs. En fait, Réemploi Plus, nous, on part des initiatives des municipalités qui ont une obligation de gestion des matières résiduelles. Et comme on sait tous, au Québec, on est très bon pour récupérer, donc pour ramasser les matières, mais pour les recycler, pour leur donner une deuxième vie, c'est là qu'on a un gros défi pour s'améliorer. Donc, la MRC, les 3 MRC au Lac-Saint-Jean se sont regroupés dans la Régie des matières résiduelles pour déjà ensemble innover et se rassembler pour gérer les matières résiduelles dans tout le Lac-Saint-Jean. Et la RMR, donc, devient un partenaire prioritaire de Réemploi Plus parce que c'est eux qui ont été parmi les premiers rêveurs de cette organisation-là. Réemploi Plus, en fait, nous, on utilise les matières qui sont destinées à l'enfouissement pour les revendre dans un commerce de deuxième vie de type de quincaillerie. Puis, pour les rendre sur les tablettes de notre commerce, de nos différentes quincailleries au Lac-Saint-Jean, en fait, on utilise différents plateaux de travail pour donner un petit peu d'amour à travers soit la transformation, la création, réparer des matières. Donc, c'est tous des plateaux de travail en insertion sociale ou en développement de l'employabilité. On a également des plateaux de formation avec les centres de services scolaires. Donc, c'est vraiment une idéologie de récupérer la matière qui est encore très, très bonne, de très grande qualité dans les écocentres ou dans les lieux d'enfouissement, puis des remettre en circulation dans la population. Merci beaucoup, Katia. Tout à l'heure, on va y revenir, mais il y a autour de ça aussi un projet d'économie circulaire. Ce n'est pas juste de l'économie sociale, de la réinsertion, il y a aussi de l'économie circulaire. Tout à l'heure, on va y revenir parce que c'est vraiment intéressant. Maintenant, Catherine, tu peux nous parler de ton projet, de ce que tu fais, puis de la fameuse FUSA. Oui. Donc, Protectaire, en fait, c'est parti du rêve d'agriculteurs au début des années 70, en fait, donc ça fait comme plus que 40 ans, des gens qui, eux, voulaient redéfinir le lien à la terre. Donc, on n'est pas ici dans le réemploi de matière dans mon sujet, mais plus comme dans la redéfinition de notre lien à la terre agricole. Puis ces gens-là, dans le fond, dans ces années-là, voulaient faire une agriculture qui était plus respectueuse de l'environnement, sans pesticides,
biologique avant que le mot existe. Puis, donc, ils ont développé la certification, la mise en marché par les paniers bio. C'était vraiment des pionniers qui défonçaient des portes. Puis, à un moment donné, ils se sont rendus compte qu'ils arrivaient à leur relève, à penser à leur relève éventuellement. Puis, ils se sont dit, bien, dans le fond, ma terre, elle a été bio pendant 30-40 ans, puis si je la vends, je n'ai pas de garantie que ça va rester bio. Donc, c'est là qu'ils sont allés chercher dans le Code civil la fiducie d'utilité sociale, qui est la même forme de fiducie que la fiducie foncière communautaire là, dont on parlait tantôt, qui est arrivée au Code civil en 1994, puis qui leur a permis de vraiment protéger leur terre avec une vocation à perpétuité. Si je peux en dire un petit peu plus... Dans le fond, Protecteur, nous, on accompagne les gens qui veulent faire ce genre de choses-là. Puis c'est un concept un peu nouveau, en fait, complètement changement de paradigme en agriculture. Entre autres, on peut penser au concept de patrimoine d'affectation. C'est que dans le fond, vous et moi, tout le monde, on a un patrimoine. Une personne physique, une personne morale peut avoir un patrimoine matériel, mais dans une FUSA, le bien, c'est un patrimoine d'affectation. Donc, c'est un bien qui est c'est le résultat de l'affectation d'un bien à une fin particulière. Donc, le bien, il s'appartient à lui-même, comme il appartient à son affectation. Fait que dans le fond, c'est un peu de dire, bien, la terre, elle ne devrait pas appartenir à personne, au fond. Elle ne devrait pas appartenir à la personne qui la cultive nécessairement. C'est que, un peu comme dans les Premières Nations, ils vont dire, bien, c'est nous qui appartenons à la terre, c'est pas la terre qui devrait nous appartenir. Bien, la FUSA, c'est un véhicule qui permet de concrétiser ça légalement. Donc, voilà. Merci beaucoup. On va y revenir tantôt parce que c'est vraiment important. On a quand même beaucoup de beaux concepts à vraiment digérer aujourd'hui. Et Alexandre. Les Jardins du Clocher. C'est un OBNL qui détient une église de l'autre côté du fleuve, juste à Saint-Pacôme, ici, pratiquement en face, juste ici. C'est un projet qui a démarré il y a environ, je dirais, en 2017. La création de cet organisme-là. C'est parti d'un besoin de la communauté, de la fabrique, de la paroisse qui avait une grande église, de moins en moins de gens qui se présentaient à l'église, mais un très grand espace à occuper. Puis la communauté s'est consultée pour essayer de trouver des choses à faire avec cette église-là parce que il y avait un besoin, ça coûte cher à chauffer, ça coûte cher d'entretien aussi. C'est beaucoup de pieds cubes à chauffer et à entretenir. Donc, tout ça est parti de cette consultation-là. Il y a eu différents projets qui avaient été proposés, mais à ce moment-là, il y avait aussi une entreprise qui était en démarrage dans cette même municipalité-là, qui est Inno 3B, qui est une compagnie qui développe des équipements d'agriculture verticale. Donc en milieu fermé. Donc ça donnait bien, il y avait un milieu fermé et une entreprise qui voulait développer un projet. Donc ça a été mis en place. Il y a un groupe de citoyens qui a comme porté ce projet-là pendant quelques années avant d'en arriver à aujourd'hui à être installé dans une église et posséder cette église-là en tant qu'OBNL, mais aussi la développer en y donnant d'autres usages. Oui, on commence par la culture de légumes-feuilles dans cette église-là, mais on a d'autres aspects qu'on va développer et qui sont en cours de développement en ce moment. Donc, une cuisine de transformation, une cuisine communautaire, une salle multifonctionnelle qui est comme l'espace dans lequel vous êtes, des spectacles qui peuvent comme accueillir jusqu'à 200 personnes là-dedans. On a un espace de marché aussi qu'on est en train de mettre en place pour les produits qu'on fait, mais aussi pour d'autres producteurs de la région ou des gens qui viendraient déposer des produits dans nos installations. On a les bureaux de la fabrique aussi qui vont s'en venir dans un coin pour ça. Puis, on a un espace locatif. Donc, il y a beaucoup de pieds cubes à occuper. Puis, c'est ça, le projet, le moteur économique du projet, c'est la production intérieure. Mais après, il reste tout l'ensemble de l'église à occuper. La production permet aussi... les lumières qui servent à faire croître les légumes. Il y a une partie de cette chaleur-là qui va être récupérée, qui va servir aussi au chauffage de l'église. Donc, on est tout en train de créer un environnement pour essayer de réduire la facture de ce gros bâtiment-là qui est au cœur du village, puis de créer un centre multifonction qui devient vraiment le cœur du village, là, qui est en plus positionné vraiment sur la butte dans le village, vraiment bien placé pour être le cœur de toute cette activité-là. Super projet. Alors, ce qui est commun avec les trois projets, c'est cette idée
comme je disais tout à l'heure, de faire du neuf avec du vieux, donc de repoursuivre, que ce soit le réemploi, que ce soit l'Église, que ce soit une vieille terre qu'on veut faire perdurer. Il y a vraiment cette idée de ne pas laisser aller, de ramener à... de ne pas laisser déchoir quelque chose qui ne mérite pas d'être déchu. Et donc, j'aimerais savoir comment plus concrètement, comment ça se passe une journée dans votre organisation, dans votre entreprise. Qu'est-ce que ça mange? Alors, j'aimerais savoir, par exemple, tout à l'heure, Katia, tu parlais d'un fameux comment tu dis, pas un tableau, mais une plateforme de travail, du plateau. Mais c'est quoi ces plateaux-là? Donc, les gens, comment ça fonctionne? Tu sais, disons, on parle d'économie circulaire, comment du début jusqu'à la fin? Oui. En fait, nous, notre structure, à la base, on parle d'économie circulaire parce que autour de la table, lorsqu'on était encore seulement un projet, une idéation, se sont assis des gens qui avaient tous quelque chose à apporter au projet. Donc, on avait besoin de gens qui allaient opérer le commerce, on avait besoin de personnes qui allaient soutenir les personnes en développement de leur employabilité, on avait besoin de matières premières, on avait besoin de plusieurs ressources. Et ce sont ces partenaires-là qui se sont assis. Plutôt que de dédoubler, on a maximisé les forces de chacun. Donc, Réemploi Plus, c'est une macro-organisation à l'intérieur de laquelle il y a plusieurs partenaires qui ont un petit bout de l'écosystème. Donc, elle est là, notre économie circulaire. Puis c'est là aussi le caractère innovant, c'est que toutes les personnes se sont assises ensemble. Puis on a des enjeux territoriaux. Tout à l'heure, j'entendais Mme Côté. Hein? Oui. J'entendais Mme Côté nommer la grandeur du territoire, donc le défi territorial. Mais nous, Réemploi Plus, on est dans 3 MRC. Donc, on a aussi un défi territorial parce que dans ces MRC-là, il y a des centres de services scolaires qui sont dans 2 secteurs différents. On a des Carrefour Jeunesse Emploi, on en a 2. On a d'autres organismes. On a un service externe de main-d'œuvre. Donc, on a plusieurs partenaires qui sont présents sur le territoire qui offrent des services semblables. Et Réemploi Plus, en fait, on a assis tous ces belles personnes-là, ces organisations-là, ensemble, et on a mis en place un projet où chacun collaborait, contribuait et avait des retombées. Donc, l'économie sociale est forte pour chacun de ces partenaires-là et donc pour la population en général. Donc, une journée chez nous, grosso modo, c'est autant une personne qui va être dans un écocentre. On est dans 7 lieux physiques au niveau des écocentres. Donc, chaque écocentre, il y a des agents du réemploi. Donc, c'est des nouvelles personnes qui se sont joints aux équipes de la Régie des matières résiduelles dans les écocentres. Et ces agents du réemploi-là accueillent les citoyens qui viennent donner des matières ou font encore de la recherche dans les différentes cases pour tout ce qui est matière encore réemployable. Ces matières-là, on a un partenaire qui va s'assurer du transport des matières. Donc, on a une partie de la matière qui s'en va directement dans nos quincailleries. On parle d'environ 50% des matières sorties des écocentres qui sont vendues telles quelles. Donc, elles n'ont même pas besoin qu'on leur donne un peu plus d'amour. Elles sont prêtes à la revente. L'autre partie des matières, elle, est dirigée dans les différents plateaux de travail où on a un autre partenaire qui est le Juvena, qui est situé à Desbiens, qui, eux, vont soit valoriser, créer. On a un projet qui vient de terminer, une cohorte de création, travaux de menuiserie. On est en train de regarder pour éventuellement faire de la mini-mécanique, réparer, parce que des tondeuses, des souffleuses, des coupes-bordures, il y en a des tonnes dans les écocentres qui s'en vont dans les lieux d'enfouissement. Donc, on a ça qui se passe en parallèle. On a également une quincaillerie qui est ouverte toute la semaine, 7 jours semaine, où est-ce qu'on a un partenaire qui est très, très implanté dans le commerce de seconde main, qui est le groupe Coder, qui vont venir, qui opère la quincaillerie. Donc, on accueille des gens qui viennent tout simplement magasiner. On gère un flux des matières qui est constant. Donc, à tous les jours, il y a des livraisons. Il y a des livraisons qui s'en font à l'entrepôt parce qu'évidemment, on a beaucoup de matières, donc ça nous prend de l'entreposage. Fait qu'on a des équipes aussi à l'entrepôt. Donc, nous, nos quotidiens sont un petit peu partout et nulle part en même temps. Je fais la blague souvent de moi, je travaille partout, mais je travaille nulle part. Donc, je suis toujours un petit peu partout au Lac-Saint-Jean. J'ai des personnes, des ressources, des partenaires qui collaborent à mon écosystème sur l'ensemble du territoire. C'est épuisant, tellement il y a de choses. Mais une petite question de précision. Donc, oui. Dans le fond, vos revenus à vous, ils
proviennent d'où les différents revenus que vous avez pour... C'est quoi vos sources de revenus, concrètement? Oui, bien, en fait, ça rentre aussi dans nos défis parce que, dans le fond, Réemploi Plus a eu la chance, comme c'est une initiative environnementale, puis que ça répond à beaucoup des objectifs actuellement, d'autant plus qu'on a tous eu vent du rapport du BAP qui valorisait vraiment le besoin de réemployer les matières, de détourner de l'enfouissement, tout ça. On a réussi à avoir beaucoup de sous de la part de différents bailleurs de fonds environnementaux. Je vais nommer seulement le Recyc Québec, les fonds municipaux verts, la Fédération canadienne des municipalités. On a également notre partenaire, la Régie des matières résiduelles. Les MRC ont tous investi dans le projet. Donc, pour le côté opération, réemploi des matières, ce volet-là, les 5000 tonnes de matières qu'on veut détourner de l'enfouissement par la mise en vente dans une économie de seconde main, ce côté-là, le financement, ça l'a bien été. On est capable de s'implanter. Par contre, d'ici peut-être, il nous reste environ 3 ans pour en venir à un revenu autonome 100 %. Et ce revenu-là provient exclusivement de la revente des matières. Donc, nous, c'est la vente des produits dans la quincaillerie qui nous permettent d'assumer nos coûts d'opération, donc le coût de revient. Et dans ce coût de revient-là, on a tout le volet de développement des personnes. Donc, le développement durable pour Réemploi Plus, c'est vraiment dans l'ensemble des sphères du développement durable, incluant les ressources humaines. Alors, tous les plateaux de travail, les ateliers, les agents d'intégration, les personnes qui vont accompagner, nous, on devient une initiative ou une opportunité supplémentaire pour les partenaires du marché du travail, comme les organismes en employabilité, les centres de services scolaires, toutes ces ressources-là, mais on n'a pas de financement de la part de ces bailleurs-là de manière spécifique. On n'a pas de programme spécifique pour soutenir ces personnes-là, pour éviter aussi le dédoublement de services ou le dédoublement du financement. Donc, ce volet-là doit être 100 % financé à même nos revenus autonomes. C'est pourquoi nous disons en économie circulaire, mais en économie sociale. Donc, nos surplus des ventes sont réinvestis directement dans la communauté, donc pour toutes les personnes qui peuvent bénéficier de notre écosystème. C'est très beau. Puis ça, c'est sorti d'où, cette idée-là? C'est comment on arrive à une idée comme ça, qui est aussi intéressante? Oui. Bien, mais en fait, mes partenaires seraient mieux placés que moi pour vraiment parler des remous des 4 années du projet pilote. Mais grosso modo, ce sont des personnes qui se sont rendues compte, qui ont eu l'idée, en fait, là, en constatant l'ensemble des matières qui étaient laissées pour compte dans les écocentres. L'ensemble des choses qui étaient enfouies aussi dans les lieux d'enfouissement, parce que n'oublions pas qu'un écocentre, c'est un service aux citoyens. Donc, toutes les entreprises, les entrepreneurs, tous les grands travaux, les grands chantiers d'envergure, eux, s'en vont directement à l'enfouissement. Donc, il y a une personne qui s'est mise à parler avec d'autres gens. Donc, la Régie des matières résiduelles avait une obligation aussi de valoriser ou de tenter, du moins, de réduire les gaz à effet de serre créés par l'enfouissement des matières, puis de prolonger la vie aussi des sites d'enfouissement. Donc, c'est vraiment eux qui se sont investis dans le projet pilote initialement. Et pourquoi Réemploi Plus a été incorporé, en fait, c'est vraiment pour pouvoir en faire non pas un projet, mais une organisation autonome. Donc, de ne pas être un volet de service d'une régie des matières résiduelles, mais bien être une organisation en soi qui aurait son autonomie de gestion et qui pourrait aussi là, se déployer différemment qu'avec des contraintes territoriales. Merci beaucoup. Catherine, de ton côté, Protectaire, tu nous l'as expliqué, tu nous as un peu expliqué c'était quoi une fiducialité sociale agroécologique. Qu'est-ce que vous faites au quotidien, puis comment vous appuyez des projets, les divers projets des gens qui viennent vous voir? Oui, dans le fond, je dis souvent que mon quotidien au travail, c'est ajouter des cases dans un formulaire. Parce que souvent, les gens que j'accompagne, ils vont dire « j'ai tel projet, mais là, je ne cadre pas parce que je suis une FUSA ou fait que là, ça ne fonctionne pas. » Puis, je trouve ça vraiment motivant parce que je pense souvent aux pionniers du bio, qu'eux, quand ils ont parti, ils ne pouvaient même pas avoir de financement agricole s'il n'y avait pas de pesticides dans leur plan d'affaires. Fait que je vais le redire, juste pour qu'on voit comme le cheminement du changement de paradigme. Là. Ces gens-là ne pouvaient pas faire du bio,
en ayant une subvention du gouvernement. Fait que dans le fond, on voit le chemin qui a été parcouru, puis c'est un petit peu ça qu'on essaie de les accompagner chez Protecteur, c'est pour faire la prochaine étape. C'est pour dire, bon, mais là, on a réussi à faire reconnaître le bio, on peut avoir du financement. Quand on fait du bio, maintenant, c'est très reconnu. Bien, maintenant, est-ce qu'on peut avoir la même reconnaissance pour quand on a une FUSA? Donc, nous, chez Protecteur, on fait de l'accompagnement des projets. Au jour le jour, on fait de la formation dans différents contextes au sujet des FUSA, puis beaucoup de recherche aussi, pour justement appuyer tous ces gens-là qui sont en train de développer leur projet, puis qui vont dire, bien, par exemple, je ne peux pas avoir de financement. Là, c'est oui parce que je suis une FUSA, mais aussi c'est comme l'aspect de je suis en propriété superficielle, comme on parlait tantôt. Fait que là, ça, c'est une case qu'il n'y a pas. Quand tu vas chercher du financement, bien, c'est locataire ou propriétaire, mais tu n'as pas propriétaire superficielle pour un agriculteur. Donc, en fond, je tiens à mentionner ça parce que c'est quand même un lien de propriété qu'il y a, l'agriculteur, dans une FUSA, mais il n'est pas propriétaire de la terre. Fait que c'est comme des petites nuances. Puis, dans le fond, on fait de la recherche autour de ça, aussi justement autour de l'habitation. C'est souvent des fermes où il y a des projets d'avoir plusieurs agriculteurs sur une même terre. Puis comme on le sait, avec la CPTAQ, on ne peut pas avoir plusieurs logements sur une même terre. Fait que c'est de voir ce qu'on peut faire des coops d'habitation sur des fermes, par exemple. Donc, on essaie de faire de la recherche avec le milieu coopératif, puis des choses comme ça. C'est qui Donc, il y a différentes... C'est qui les personnes qui viennent vous voir? Donc, il y a les gens qui veulent changer leur terre pour une FUSA, j'imagine pas. Il y a d'autres personnes, un exemple de personnes qui viennent vous voir pour voir la diversité des... Oui, ça commence à évoluer. Justement, avant, c'était plus des agriculteurs pionniers qui faisaient du bio depuis 40 ans, ils veulent la protéger. Les premières FUSA ont été beaucoup comme ça. Maintenant, on a des fois des citoyens qui disent « Moi, je crois tellement à ça que je vais acheter une terre, on va la mettre en FUSA. » Des fois, il y a des gens qui sont propriétaires d'une terre puis qu'il n'y a pas nécessairement agricole, mais qui disent qu'il y a un milieu à protéger, il y a un milieu naturel, on voudrait faire une FUSA plutôt que de la donner à un organisme de conservation qui serait un OBNL, par exemple. Puis, ce qu'on a de plus en plus aussi, c'est des MRC qui viennent nous voir puis qui disent, bien, nous, on aimerait avoir une FUSA dans notre territoire, puis pas juste une, dans le sens qu'une FUSA régionale, où on pourrait préserver plusieurs terres qui ne seraient pas nécessairement contiguës pour un usage agroécologique. Donc, ça tourne autour de ça. Donc, ça s'est diversifié, ça fait une vingtaine d'années. La première FUSA, c'est 2014? La première, 2010. 2010. Puis là, tu vois qu'il y a une effervescence autour de ça. Qu'est-ce qui fait, d'après toi, qu'il y a justement cette effervescence-là? Qu'est-ce qui est dans l'eau pour que ça croît comme ça? Bien, je dirais deux choses. Le chemin est déjà tracé. Fait que, il y a des gens qui, dans une courbe d'innovation, il y a toujours les gens qui vont le faire, les premiers, bien, sont très peu nombreux, puis là, le petit chemin est tracé. Fait que ça, c'est facilitant, parce que là, maintenant, on a des exemples, on a des outils. Mais ce qui fait aussi qu'on a de plus en plus de demandes, c'est juste que la crise mondiale écologique est encore aussi criante que dans les années 70, puis même encore plus, mais c'est des gens qui sont tout aussi conscients que là, c'est maintenant que ça se passe. Là. Fait que, ils viennent nous voir pour ça. C'est des gens. OK, c'est super. C'est génial. Merci beaucoup. On va y revenir tout à l'heure. Alexandre, toi, c'est quoi ton quotidien qu'est-ce que je fais dans une journée là, ou dans une semaine? Qu'est-ce que tu fais, toi? Bien, je dis, des fois, je me le demande à la fin. Tu sais, je porte directeur général, mais c'est très général comme titre. Hein, ça le porte bien. Mais on a la chance au Jardin du Clocher d'avoir eu un bon financement pour mettre en place ce projet-là par l'entremise d'une subvention par la municipalité. On est 3 personnes qui sont là à déployer le projet que je vous ai décrit tantôt. Donc, on est à mettre en place les différents éléments, mais aussi, on est, si on veut d'une certaine façon, dans un démarrage d'entreprise agricole dans une église. Donc, on apprend à cultiver des mesclins, des micro-pousses dans l'église. Ça, c'est un des éléments. On est chanceux, on a le support financier pour se concentrer là-dessus. On a quelqu'un qui fait ça à temps plein à la semaine, tout le temps. Puis on a aussi, il faut les vendre, ces produits-là. Donc, on développe le marché autour de Saint-Pacôme, dans le Kamouraska. On va un petit peu dans l'îlet. On se déplace, on croît tranquillement de semaine en semaine sur le territoire. On a
c'est ça, on a un marché qu'on tient comme 2 jours par semaine, qu'on a des gens qui viennent pas se confesser comme avant, mais qui viennent chercher, ils viennent se confesser d'avoir acheté des légumes ailleurs qu'à l'église pendant des années, puis là maintenant, bien, ils reviennent à chaque semaine en acheter. Puis bon, il y a tous les autres éléments aussi à mettre en place, la cuisine, le marché, la salle, c'est toutes des choses à planifier puis à acheter, à faire tout ce qu'il faut pour mettre ça en place. Ça, c'est plus mon travail. Puis, il y a aussi veiller à l'entretien de l'immeuble. Il y a différents éléments qui apparaissent au fil du temps aussi. C'est une bâtisse qui date de 1851, donc il y a cet aspect-là aussi il y a toujours des éléments à considérer là-dedans. C'est ça, il y a de la peinture à faire, de l'eau qui rentre à quelque part, de l'électricité. Il y a tous ces éléments-là à considérer là, dans cette grosse bâtisse-là. C'est quoi les principaux problèmes, les lacunes que vous aviez peut-être au début dans le projet, puis que vous allez trouver peut-être des moyens de surpasser, de dépasser? C'est quoi les problèmes que des gens qui voudraient faire quelque chose comme ce que tu as fait ont vécu, et pourraient les vivre? Les problèmes, c'est sûr que ça coûte cher avoir une église quand c'est pas la fabrique qui la détient. Le changement de statut, parce qu'on est propriétaire comme OBNL, mais la journée que c'est l'OBNL qui devient, bien, il y a des taxes à payer, il y a des changements d'assurance à faire. C'est très pratico-pratique, mais c'est des factures qui viennent dans les 5 chiffres tout de suite en partant, quasiment assurer une église. Les taxes municipales, c'est un bâtiment qui vaut pratiquement 1 million. Donc, tout ça arrive, puis ça n'avait pas été comme pensé avant, même si on a une vocation communautaire et tout ça. Ça, c'est un des enjeux qu'il faut assumer. On a obtenu un financement pour mettre en place les différents volets de notre projet, mais ça n'avait comme pas été prévu qu'il y avait cet élément-là. Puis, l'argent aussi qu'on a pour mettre en place le projet, il est versé comme dans le temps, il n'est pas tout accessible au début. Donc, ça, c'est un enjeu qu'en cas de versement, à la fin du projet. Donc, ça aussi, ça fait partie de mon travail quotidien, trouver du financement pour justement réussir à mettre en place ces éléments-là. Puis c'est ça aussi, il faut la chauffer, la bâtisse aussi, c'est une autre chose. Fait que c'est tous des frais qui s'additionnent comme ça en partant. Mais bon, c'est des choses qui sont faisables, mais il y a c'est ça. Puis des enjeux aussi d'assurabilité du bâtiment. C'est une vieille bâtisse. Trouver un assureur qui veut considérer tous ces éléments-là, parce qu'on a comme on est producteur agricole, on a un marché, on a tout ça, puis de rentrer dans les cases là, de tout ça, ça devient pratiquement difficile. Bien, c'est difficile de trouver quelqu'un qui veut prendre ce risque-là. Après ça, il y a des ajustements à faire, donc c'est comme plusieurs multiples facteurs, là, je dirais, là-dedans. Oui, je viens de vous... je vois ça. Tu peux respirer. Oui, c'est bon. Catherine, c'est quoi les pépins auxquels vont faire face les personnes que Protectaire essaie d'aider au quotidien? C'est quoi que vous les vivez, mais vous les vivez aussi dans votre tentative d'aider des personnes? Oui. Ben, c'est sûr qu'il y a toujours l'aspect financier qui est comme au cœur des projets de FUSA. Presque toutes les premières FUSA, il y en a 7 maintenant qu'on a accompagnées au Québec, presque toutes ont été créées par don de terre. Donc, des gens qui étaient tellement convaincus que non seulement ils ont parti leur ferme il y a 40 ans de façon complètement hallucinante, puis là, maintenant, ils sont rendus à donner leur terre. Mais tu sais, c'est limité. C'est pas tout le monde qui peut financièrement. Tu sais, souvent, c'est un fonds de retraite, là, puis c'est normal. Là. Fait que, dans le fond, souvent, c'est cet obstacle-là qu'on observe. Nous, sur quoi on travaille par rapport à ça, c'est de créer un fonds fiscalisé, en quelque sorte. Un peu comme en France, il y a l'organisme Terre de Liens qui a exactement le même principe. Dans le fond, les Français peuvent mettre une part de leur épargne à faible rendement dans une foncière, je pense qu'ils appellent. Puis l'organisme achète des terres agricoles pour les mettre en FUSA là, dans le système français. Fait que c'est un petit peu ce qu'on imaginerait, mais c'est sûr que c'est un gros enjeu. Puis après ça, c'est sûr que tous les frais de création, parce que c'est plus complexe que juste transférer une terre à quelqu'un d'autre. Là. Il y a tout un aspect notarié qui est plus dispendieux.
Puis nos frais d'accompagnement aussi, protecteurs, on est encore très marginaux dans le système. Fait que dans le fond, de se faire reconnaître par les organismes qui subventionnent les services conseils aux agriculteurs. Fait que ça, c'est en cours. Là, on est en train de travailler là-dessus. C'est intéressant de voir que, donc, si je comprends bien, il existe dans d'autres pays des innovations, des choses qui pourraient être utilisées au Québec. Oui. Tu as nommé ce qui se passe en France. Est-ce qu'il y a d'autres trucs? Bien, tu sais, ça me fait penser à la base un peu comme, je pense que c'est Thomas qui disait tantôt que les fiducies foncières, c'était beaucoup aux États-Unis qu'on s'est inspiré. Puis dans le fond, les gens qui ont parti les FUSA sont allés voir directement les fiducies foncières aux États-Unis, puis les Farmland Trust, dans le fond, aux États-Unis. Donc là-bas, c'est beaucoup plus avancé en termes de développement et d'accompagnement. Puis ailleurs dans le monde, mais je connais plus l'exemple de la France, justement, où est-ce que c'est un peu le même principe. Mais tu sais, on peut regarder ce qui se passe ailleurs, mais c'est toujours un peu particulier parce que nous, ici, on est dans le Code civil, dans le fond. Fait que, puis c'est juste le Québec qui a le Code civil. Puis tout le Canada anglais, les États-Unis, c'est le common law. En Europe, c'est autre chose. Fait que même si on trouve un modèle qui nous inspire ailleurs, il faut voir, OK, nous, dans le Code civil, il y a quelque chose qui le permet. Puis dans le fond, ça a été en 1994 que les gens qui regardaient ce qui se passait ailleurs, on peut dire, OK, bien enfin, on peut utiliser la fiducie d'utilité sociale. Et dans tes rêves les plus fous, là, qu'est-ce qui pourrait... Comment tu vois le futur de la fiducie d'utilité sociale en agroécologie? Oui, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais il y aurait un fonds, ça c'est sûr. Il y aurait un fonds gouvernemental avec des fondations, puis tous les Québécois pourraient cotiser à un fonds qui permettrait d'acheter des terres et les sécuriser en FUSA. Parce que aussi, je tiens à dire que la FUSA, c'est pas juste pour que ça reste bio. On peut y mettre n'importe quoi dedans. Là. On peut y mettre une vocation éducative, sociale, de proximité. On peut dire, moi, je veux que ma ferme elle nourrisse toujours les gens de mon village, par exemple. Donc, ça permet vraiment de consolider une autonomie alimentaire. Fait que dans le fond, d'avoir une diversité d'affectations comme ça dans toutes les différentes FUSA, puis qu'il y a un fonds qui permet de les réaliser, là. Ça, c'est intéressant. Puis, une autre chose qui me fait rêver ces temps-ci, c'est qu'on est de plus en plus approchés par des gens qui veulent redonner leurs terres au gardiennage des Premières Nations, d'une certaine façon, à travers la FUSA. Fait que même si la FUSA, c'est un outil colonial parce que ça vient du Code civil, ça serait une façon pour les Premières Nations qui le souhaitent de déposer des terres à leur nom, d'une certaine façon. Il y en a qui disent en attendant que les territoires non cédés soient reconnus, là, mais ça, c'est une belle voie aussi là, à développer. Donc, ça ne serait pas uniquement pour de l'agriculture, ça peut être... Le A est plus large, si je comprends bien. En fait, le A, je ne sais pas si vous l'avez compris, mais il a été comme rajouté par Protecteur. Quand on s'est approprié l'outil de la FUSE, bien, nous, on a commencé à faire des FUSE agroécologiques. Puis, on s'est comme approprié cet acronyme-là, mais on peut faire des FUSE environnementales, ou on pourrait mettre n'importe quelle lettre, ou juste une FUSE tout court, puis dire on va faire du jardinage, ou en fond, l'idée, c'est qu'un terrain garde sa vocation, puis c'est ça, elle garde sa vocation quelle qu'elle soit. Il n'y a plus de spéculation. La terre est retirée du marché. On peut vraiment stopper l'étalement urbain. On peut dire, OK, mettons, Baie-Saint-Paul ou je ne sais pas quelle ville ou village s'étale, bien là, ça s'arrête ici. Puis là, ici, ça va toujours être agricole. Fait que ça, c'est vraiment puissant. Puis au niveau des paysages aussi, ça fait vraiment un bel outil, là. Puis là, pour juste faire un petit peu de pouce avec, juste pour être sûr de bien comprendre, c'est quoi la distinction, s'il y en a une, entre une fiducie foncière communautaire puis une fiducie d'utilité sociale? Est-ce que tu peux, pour les gens dans la salle? Bien, de ce que j'en sais, je vais peut-être me faire corriger, mais dans le fond, l'outil dans le Code civil, c'est la fiducie d'utilité sociale. C'est comme ça que, c'est dans le fond, il y a 3 sortes de fiducies dans le Code civil, puis il y en a une que le bénéficiaire, c'est la population en général. Fait qu'elle, c'est la fiducie d'utilité sociale. Puis après ça, si on utilise ce véhicule-là pour protéger un terrain, pour en faire du logement communautaire, bien là, souvent, on va utiliser le vocable fiducie foncière communautaire. Mais je ne pense pas que c'est un terme qui est comme dans la loi, nécessairement. Okay. Fait que c'est un peu comme FUSA. Alors, FUSA, on l'a juste utilisé, on a rajouté le A. Je pense. Bon. Toi et Thomas, vous mettrez un à côté... Ah, il a dit oui? OK. Vous mettrez un à côté de l'autre pour répondre aux questions, parce qu'il y a quand même des choses qui se ressemblent, même si c'est dans 2 contextes. Oui, c'est ça. C'est super.
Katia, alors, à ton tour, là, moi, j'essaie encore de faire du pouce sur ton merveilleux projet. Qu'est-ce qui fait qu'un projet comme ça peut réussir? C'est-à-dire d'avoir les liens avec les écocentres, des nouveaux acteurs, des agents dans chaque écocentre, vous, des plateaux, une quincaillerie. Qu'est-ce qu'il y a dans la soupe là, pour que ça fonctionne? C'est sûr que ça ne peut pas fonctionner si les gens autour de la table n'y vont pas de bonne foi. Donc, de l'économie circulaire, c'est important que chacun des partenaires comprenne bien qu'est-ce que la nature de l'économie circulaire, quelle est l'implication nécessaire pour son organisation, puis quelle sera la part de Réemploi Plus dans son organisation aussi. Parce que c'est dans la co-réciprocité, en fait, que ça peut fonctionner. Sinon, c'est de bien se connaître aussi et se reconnaître, soi et les autres. Donc, entre partenaires, bien connaître et comprendre la nature de chacune de nos organisations, en comprenant aussi le projet dans un langage commun. C'est impossible d'avoir un projet comme ça, d'être autant de personnes autour d'une table si on ne se dote pas d'un langage commun pour parler de ce projet-là, pour parler du quotidien, puis pour être capable de se comprendre quand on s'en parle. La communication, je ne vous apprends rien en disant que la communication est au cœur d'un projet comme celui-là. Beaucoup d'engagement, beaucoup aussi de volonté à ce que ça fonctionne. Parce que des embûches, on en a tous. Je pense au financement tout à l'heure. Justement, on est dans un projet qui démarre, on a reçu des sous, on doit monter un entrepôt, par exemple, mais les achats, il faut que je les fasse maintenant, il faut que j'aille ma facture pour avoir mon remboursement. Donc, on a des fonds dédiés, on a beaucoup de gestion, de fonds de tiroir à faire parce que même si on reçoit de gros sous pour un projet comme ça, même si tous les partenaires s'engagent dans un projet comme celui-là, il faut s'assurer de garder le cap dessus. Il faut s'assurer de ne pas partir non plus dans des grands rêves tout de suite en disant « Mon Dieu, qu'on a de l'argent, ça va bien aller ». Il faut rester très, très terre à terre. Il faut comprendre nos subventions. Nous, on a eu la chance d'avoir plusieurs subventions. Il faut comprendre le focus de chacune de ces subventions-là avec l'utilité des fonds. Je prends souvent l'exemple, nous, on a une dimension écologique, on a des impacts liés aux gaz à effet de serre. Donc, on a reçu une subvention spécifique pour une voiture électrique. Une voiture électrique, si vous les avez magasinées, vous savez très bien qu'on ne l'aura pas avant 2023. Donc là, on doit revoir ce financement-là parce que je ne peux pas payer des salaires. Je n'ai pas le choix. J'achète une voiture, je perds les sous, mais en même temps, j'en aurais besoin pour payer mes salaires de cet argent-là. Donc, c'est un peu ça le quotidien, la dynamique, les enjeux. Et ça ne peut pas vivre si tu ne comprends pas ces enjeux-là lorsque tu t'assois autour de la table. J'aimerais ajouter aussi que dans une structure comme la nôtre, il y a plusieurs chapeaux qui sont portés par les mêmes organisations. Donc, au sein de Réemploi Plus, j'ai des ententes de services qui sont avec des organisations, qui sont aussi des membres fondateurs et qui sont aussi des administrateurs. En plus, j'ai même un partenaire qui est aussi un fournisseur de services. Donc, cette personne-là elle a 4 chapeaux différents et c'est important que cette personne-là comprenne bien chaque fois qu'elle s'assoit pour quel objectif? Dans quel cas, dans quel contexte on s'assoit ensemble? Parce que c'est sûr que tu ne peux pas avoir le même minding, le même état d'esprit ou la même perspective dans une discussion si tu te positionnes comme étant le fournisseur de services que si tu te positionnes comme étant l'administrateur. Parce que s'il y a une dimension financière, par exemple, il y en a un qui veut faire du profit, l'autre, il veut s'assurer que l'organisation perdure dans le temps. Donc, ça aussi, c'est vraiment important. La gouvernance démocratique est au cœur d'une organisation comme celle-là. Donc, je dirais, ceux qui ont moins de bagages liés à la gouvernance démocratique, entourez-vous. Allez chercher les expertises, allez chercher des partenaires ou des fournisseurs, allez chercher. Puis, on a la chance au Québec d'avoir plusieurs fonds qui sont inexploités parce qu'ils servent à ça, outiller les nouveaux gestionnaires ou les nouvelles organisations à se structurer d'un point de vue de la gouvernance. Et ils sont très peu utilisés parce que souvent, lorsqu'on est dans un projet, on est aussi dans son idéation, puis on a tendance à en prendre beaucoup, puis à faire beaucoup, ce qui nous nuit à moyen et long terme parce qu'à un moment donné, le mur, on le frappe. C'est intéressant.
de voir aussi, tu parles des différents partenaires, des différents chapeaux, c'est super intéressant. Un des partenaires, hier, on avait une présentation de Jean-Martin Hossan et Nancy Lintam, puis un des éléments qui a été mentionné, bon, c'est la place des municipalités, hein, que ce soit une ville, une MRC ou des gouvernements. Qu'est-ce que, je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens du gouvernement ou des municipalités ici, mais qu'est-ce que le gouvernement, qu'est-ce que la municipalité ou les différents paliers peuvent faire pour soit vous aider ou du moins pour enlever des freins puis pour pas vous nuire, en gros. Veux-tu commencer? Oui, avec plaisir. C'est sûr que la première dimension, c'est les sous. Il y a des fonds de développement, des fonds économiques, donc c'est sûr que c'est aidant, d'autant plus que ces sous-là sont souvent les seuls sous que nos organisations vont avoir sans obligation de reddition. Donc, c'est à peu près les seuls sous pour lesquels on peut mettre l'argent en banque pour avoir des flux de trésorerie, pour payer nos salaires, nos investissements, nos immos. Donc, ça, c'est une des choses qui est très, très importante. Sinon, dans une organisation comme Réemploi Plus, nous, on rentre dans les obligations aussi des municipalités parce que la gestion des matières résiduelles, c'est une obligation municipale. Donc, au Lac-Saint-Jean, déjà, c'était innovant. Toutes les municipalités se sont mis ensemble et ont créé une organisation qui est la Régie des matières résiduelles. Et c'est cette régie-là, d'ailleurs, qui fait partie des premiers balbutiements de Réemploi Plus. Donc, c'est sûr que nous, sans l'appui des municipalités ou des MRC, ça serait impossible de fonctionner. Puis en même temps, il faut qu'ils voient la collaboration ou la co-réciprocité de l'atteinte des résultats parce que nous, en ayant accès aux écocentres, on réussit à valoriser les matières, à les revendre, à leur donner une deuxième vie, puis en même temps, on réduit les gaz à effet de serre. On contribue aussi à la diminution de l'enfouissement, on contribue à la réduction des gaz à effet de serre. Donc, c'est vraiment là que c'est important d'avoir ce soutien-là. Puis souvent, dans des organisations comme les nôtres, on a beaucoup d'approches, on a beaucoup de questions, donc d'avoir l'appui du territoire, d'avoir l'aide du territoire pour trouver des locaux, pour trouver des solutions innovantes, pour réussir à miser sur cette initiative-là. Je pense que c'est une place qui est importante que les élus, que ce soit des élus de MRC, que ce soit des élus des municipalités, que ce soit des élus liés que ce soit les préfets ou encore les maires ou l'ensemble du milieu politique a vraiment besoin de soutenir des initiatives comme les nôtres pour qu'on soit capable de travailler ensemble en équipe parce qu'ultimement, on souhaite atteindre le même objectif. Mais ça demande de votre côté d'être capable de les convaincre aussi, pour voir un peu où ça peut aller un projet comme ça qui, au départ, peut-être assez difficile à comprendre pour les personnes. Et je reviendrai à mieux se connaître, se reconnaître. Donc, lorsqu'on se connaît bien les uns les autres, qu'on se connaît bien soi-même, c'est plus facile de s'asseoir puis de réussir à trouver un terrain d'entente ou d'avoir un langage commun, d'être capable de se comprendre puis de pousser ensemble. Donc, de voir, avec les élus aussi, on est un partenaire. On est un partenaire. Un partenaire n'est pas toujours quelqu'un qui va être à tous les jours main dans la main. Un partenaire, c'est quelqu'un qui a envie de s'investir, de s'engager dans une initiative pour pouvoir y contribuer puis atteindre de meilleurs résultats. Donc, c'est d'amener cette dimension-là avec les MRC, avec les territoires, avec les municipalités. Merci. Alexandre, là, quand j'ai posé la question tantôt, tu voulais parler. Qu'est-ce que les paliers de gouvernement peuvent faire? S'il y en avait ici, là, qu'est-ce que tu leur dirais? S'il y en avait là, dans notre cas, c'est très... on est propriétaire d'un bâtiment qui est dans une municipalité, puis qui du jour au lendemain est devenu comme quasiment une source de revenus pour la municipalité, puis ça avait été comme pas appréhendé au départ, tout ce changement-là. Puis de travailler en amont avec la municipalité aurait été comme une bonne... de se tenir près de la municipalité, puis d'en faire des alliés dans le projet. Je pense que c'est primordial de commencer par là. Puis parce que tout le monde va en bénéficier au final, qu'il y ait une église, c'est particulier comme bâtiment, mais que l'église soit redynamisée, remise en valeur. Tout le monde va en bénéficier, puis on va y arriver tranquillement, mais c'est ça. Puis notre financement qu'on a obtenu, c'est par un financement qui est obtenu par la municipalité là,
dans une perspective là, du ministère de l'Environnement et de la lutte au changement climatique, on a ces objectifs-là qui viennent là-dedans. Donc, de travailler avec eux, la demande passe par eux, puis c'est important de les garder dans le projet. Là, ça. Merci beaucoup. Et Catherine, tu as parlé aussi, toi aussi, tu as parlé de cas où les municipalités étaient impliquées, ou tu as parlé aussi des enjeux avec le gouvernement. S'il y avait des gens du gouvernement ici, qu'est-ce que tu pourrais qu'est-ce que tu leur demanderais là, pour pouvoir aider des projets comme ça dans le futur? Bien, j'essayais de penser, là, pendant que mes collègues parlaient, de différents exemples de fiducies où est-ce que ces paliers-là étaient impliqués. Puis, entre autres, tantôt, je parlais des frais de création des FUSA, fait que les frais de notaire, les frais d'accompagnement par protecteur. J'en ai un récemment qui, dans le fond, protecteur n'était pas admissible à la subvention de la MRC, mais la personne qui voulait avoir la subvention, oui. Donc, la personne qui voulait faire la FUSA a fait la demande, puis dans le fond, ils ont couvert nos frais, les frais de notaire. Fait que dans le fond, pour la personne qui donne sa terre, c'est déjà énorme d'avoir tout ça de payer par la MRC. C'est quand même majeur. Il y a un autre cas où est-ce que la municipalité n'était pas directement active dans le conseil de fiduciaire, mais a été très présente. Puis ça a été vraiment intéressant pour ce que ça a fait, parce que ça, c'est le cas où c'est quelqu'un qui n'était pas du village, qui a acheté une terre pour en faire une FUSA. Puis la municipalité était comme très présente, juste pour comme montrer, oui, c'est intéressant, regardez, la FUSA, c'est quoi? C'est tout valider ça auprès des autres citoyens pour dire, bien, on veut ça dans notre village, c'est pas étrange. Fait que ça, c'est déjà super. Puis aussi, dans les actes de fiducie, c'est possible d'avoir des organismes ou des personnes morales qui désignent un ou des fiduciaires. Donc, on pourrait imaginer une municipalité qui serait vraiment intéressée d'avoir une FUSA dans son milieu, puis qui dirait, ben oui, moi, je voudrais désigner un fiduciaire. Donc, à perpétuité, il y aurait toujours une implication vraiment intime, là, direct avec la municipalité puis la FUSA. C'est des exemples. Donc, ce qui est intéressant, c'est que demain, vous allez rencontrer des municipalités. Non, hein? Pas. Je dis des bêtises, moi. C'est correct. Mais non, mais vous auriez dû. Bon. Non, c'est une blague. Mais je vous l'annonce. Non. Non. Mais en tout cas, ce que vous avez fait, c'est que on va essayer de se faire les porte-paroles si on peut rencontrer des gens de la municipalité de vous demander. Une dernière chose avant de partir, là, pour les gens qui voudraient partir des projets comme le vôtre, ce serait quoi le conseil que vous donneriez à des gens? Alexandre, quelqu'un qui veut, ça parle de toutes les églises que dans Charlevoix, qui veut faire un projet comme le vôtre, ce serait quoi le conseil que tu donnerais? Faut voir grand. C'est comme grand dans une église, on peut mettre plusieurs projets comme dans le nôtre, mais il faut rester simple puis concrétiser un projet, solidifier un projet à l'intérieur de tout ça, puis le mettre en place. Ça permet d'avancer, ça permet de mobiliser les gens puis de créer quelque chose de vrai. On peut se mettre un beau grand projet, mais avant qu'il soit mis concrètement en place, c'est ce qui fait la différence, là, je pense, aujourd'hui, il y a un an peut-être, dans notre cas, de le garder simple et concret. Je pense que c'est si j'y vais simplement dans mon commentaire. Voir grand et regarder simple et concret. Une étape à la fois. Être patient aussi, parce que ça prend du temps pour réussir à tout mettre les individus, mais l'argent aussi ensemble, ça ne se fait pas comme ça. Comme je dis, les jardins du Clocher existent depuis 2017 légalement, mais le projet avait commencé avant, puis on a commencé vraiment à produire des légumes à l'automne dernier. Donc, c'est un long processus, fait qu'il faut s'armer de patience, mais bien s'entourer aussi, puis impliquer la communauté autour, parce qu'au-delà des gens qui sont engagés dans le projet, ça prend des bénévoles qui s'impliquent, des bénévoles ou de l'entraide autour. C'est vraiment de l'entraide. Il y a des gens dévoués qui viennent à s'impliquer dedans. Puis c'est ce qui fait la différence sur plusieurs aspects de notre projet en ce moment-là. Merci beaucoup, Alexandre. Catherine, alors, ce serait quoi? Pour les gens de Charlevoix? Oui. Qu'est-ce qu'on leur conseille? Bien, tantôt, j'ai entendu la Réserve mondiale de la biosphère, c'est ça? Je ne suis pas très au fait exactement des détails de ce que ça implique, mais ça m'a vraiment fait penser au FUSA, parce que quand je fais des formations, je dis tout le temps que
La FUSA, c'est comme protéger un milieu naturel qu'on est habitué de penser, on protège le milieu naturel du caribou, de tel oiseau. Puis on va dire, ah, cet oiseau-là, on veut faire en sorte que son milieu soit bénéfique pour qu'il reste là. Mais dans le fond, l'espèce en voie de disparition dans la FUSA, c'est l'agriculteur de proximité. Fait que dans le fond, on veut faire en sorte qu'il puisse rester dans son milieu puis faire ce qu'il a à faire, là. Puis, dans le fond, quand on cultive une terre qui est protégée par une FUSA, bien, on a moins d'obligations financières. Donc, on peut faire plus de choix écologiques ou de proximité qui sont souvent sacrifiés pour des considérations financières. Fait que je pense que si j'étais dans Charlevoix, je verrais vraiment ça comme une opportunité de dire comme, OK, je peux créer une espèce de branding autour de ça, d'avoir des agriculteurs qui habitent leur milieu puis qui nourrissent leur monde, là. Très bonne idée. Je vois Mme Côté qui dit oui, oui, c'est bon. Katia? Bien, un peu comme Alexandre le nommait, c'est le projet dans le projet dans le projet. Quand on part d'une idée, notre idée, on veut l'amener très, très loin, puis souvent, on veut l'amener dans des idéations. Donc, une fois qu'on a clarifié notre projet de départ, il faut le solidifier avant de pouvoir créer un projet dans ce projet-là et un deuxième projet dans ce projet-là. Donc, de faire attention pour garder le focus parce que c'est facile de s'éparpiller, parce que des bonnes idées, des bonnes initiatives, il y en a des tonnes. Mais avant de pouvoir tout faire, il faut au moins être capable de comprendre puis de faire initialement là, ce pourquoi notre mission a été créée. Donc, de faire attention à ça au projet dans le projet. Et bien, pour les gens de Charlevoix qui voudraient faire un projet semblant, bien, de prendre le temps de s'asseoir puis de se comprendre. Parce que si je regarde, par exemple, dans Réemploi Plus, dans les 5 dernières années, les principaux défis n'ont pas été dans l'opérationnalisation, parce que l'opérationnalisation, on en a fait des erreurs comme tout le monde en a déjà fait dans un démarrage et comme on en fait dans le quotidien. Donc, de ces erreurs-là, en fait, il faut les transférer en opportunités, des opportunités de s'améliorer. Mais si on veut pouvoir le faire, il faut être sûr que tout le monde qui s'implique dans cette organisation-là la comprenne et la projette à la même place. Donc, lorsque je parlais tout à l'heure de communication, de langage commun, c'est vraiment l'essentiel de départ, c'est de comprendre, bon, bien, qui on est, qui on veut être, comment qu'on veut être cette personne-là, puis jusqu'où on veut aller. Puis après ça, bien, ça va être juste plus facile de s'adapter aux différents défis là, qu'on va rencontrer. Merci beaucoup. Merci beaucoup, vous trois. En fait, vous avez 3 projets très différents l'un des autres, mais il y a vraiment cette idée de comment on conserve un patrimoine, dans le cas d'Alexandre, à perpétuité. Comment on conserve des terres qui peuvent être utilisées à perpétuité aussi, et comment on peut réutiliser des matériaux pour ne pas épuiser la planète. Donc, il y a vraiment quand même dans vos 3 projets très différents, il y a ça en commun, de penser à long terme, comme disent les Autochtones, de penser à plusieurs générations dans le futur. Donc, je vous remercie beaucoup d'avoir accepté de venir présenter vos projets. Puis je sais que là, il est 21h15, il y en a qui sont fatigués, mais il y en a qui ont peut-être aussi envie de poser des questions, là. Donc, restez avec nous encore un peu pour, dans le débriefing, pour discuter avec Alexandre, Katia et Catherine et avec nos autres panélistes pour en savoir un peu plus, puis voir comment ils peuvent encore plus vous inspirer pour les futurs projets. Donc, c'est fini pour la partie panel. Et donc, je vous remercie beaucoup pour votre... Oui, voilà.